Tu es psychiatre, tu es TDAH et bipolaire. Je t'ai déjà reçu sur cette chaîne. Et aujourd'hui, si tu le veux bien, on va parler de sommeil, de TDAH et de dopamine. Ça te va comme programme? Vas-y, ça va me plaire. On voit pas mal d'interviews en ce moment sur Internet et j'aimerais bien que tu m'aides à débunker le vrai du faux. Par exemple, est-ce que dormir la bouche ouverte peut dérégler le cerveau? Euh, alors, je pense que c'est un truc de dégénéré, Internet. On n'est vraiment pas fait pour ça, si tu veux. Tu vois, là, on discute, je vois ton visage, je peux modifier un petit peu la façon dont j'interagis avec toi. Si je vois que je dis un truc qui fait de la peine, ben, je corrige, tu vois, je dis pas qu'on fait tout, mais je pense que les réseaux sociaux sont vraiment un truc de dégénéré, on n'était pas censé faire ça, et du coup, ça déconne un peu. Et les vidéos où les gens expliquent des choses compliquées en 5 minutes, parfois 3, parfois 2. Moi, en fait, plus je fais des vidéos courtes, plus les gens regardent. Et du coup, plus je dis des trucs qui sont simplifiés au point d'être faux, tu vois. Bien sûr. Moi, je dors la bouche ouverte. J'ai toujours dormi la bouche ouverte. Je suis la bouche ouverte constamment. Clairement, le fait d'avoir l'oxygène qui passe pas par le nez, eh ben, il y a plus facilement, il y a moins cette barrière. On est d'accord, dans le nez, c'est plein de poils dégueux, donc ça agrippe un certain nombre de trucs. Et donc, il vaudrait mieux respirer par le nez quand c'est possible. Des fois, c'est facilement corrigeable et les gens ont la mâchoire un petit peu avancée, en haut, en bas, etc. Des fois, ça l'est pas vraiment. Et quand ça l'est pas, il est peu probable que de juste fermer la bouche avec du scotch permette d'améliorer les choses de façon radicale. Alors, il y a un ou deux papiers qui sont un peu pourris, honnêtement. Tu vas me dire, bah, au pire, qu'est-ce que tu perds? Tu vois, tu perds un peu de scotch. Il y a aussi des gens qui font des apnées du sommeil. En Oui. psychiatrie, c'est 50% des gens, donc c'est vraiment pas rare. La majorité ne sont pas diagnostiqués. Et du coup, si tu mets du scotch, eh ben, tu peux aussi rendre la respiration plus difficile. Donc, l'un dans l'autre, moi, je serais le premier heureux, si tu veux, de juste mettre du scotch, ça permet d'aller mieux. Ça me paraît vachement optimiste, honnêtement, ça me Ils paraît vendent même vachement des optimiste. patchs avec des aimants qu'on met sur le nez pour... je sais pas si t'as déjà vu ça, des espèces de patchs noirs ici, avec des aimants dans le nez qui viennent écarter un peu les narines pour mieux respirer la nuit. Ah bah tu peux tout faire. Après, honnêtement, là, tu t'es jamais à court d'idées. Tu peux te pénétrer avec tout ce que tu veux sur le nez, je sais pas quoi. Moi, je serais allé voir s'il y a des doutes sur la respiration la nuit, je serais allé voir un médecin du sommeil parce que il est beaucoup plus probable de tomber sur un patient qui a des apnées du sommeil que d'un patient qui bénéficiera de quelques millimètres d'ouverture de pif en plus. Et après, c'est toujours le même problème, je trouve. La vitamine D, tu peux avoir des carences en vitamine D. C'est pas très évident de connaître quelle est la bonne quantité de vitamine D qu'il faut avoir pour un patient donné. Si tu prends des études et que tu regardes est-ce que de filer de la vitamine D, ça améliore les problématiques au sens large, la réponse est non, hein. Il y a une tripotée d'études négatives avec la vitamine D, mais les gens aiment bien ça. Et c'est pas impossible que ça aide un peu, mais tu vois, c'est minime. Je veux dire, vraiment, c'est minime, quoi. S'il y a un effet, un, il n'est pas détectable dans la majorité des études, et deux, s'il est présent, il est faible. Et les gens aiment bien se concentrer sur tous les petits effets faibles comme ça, et tu passes parfois complètement à côté du slip. Si tu veux bien dormir, il y a moins d'écran à faire, il y a des règles d'hygiène de sommeil que peu de personnes mettent en place, honnêtement. Genre, je regarde ma femme, elle le fait pas, saloperie. Et tu commences par ça, honnêtement. Et si une fois que tu as fait ça, des trucs prouvés, efficaces, qui ont fait leur preuve sur des années, des décennies, si jamais tu as tout fait, ben après tu peux commencer à essayer de regarder si tu peux pas aérer un peu tes narines, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment le faire dans ce sens-là, quoi. Moi, je vois plein de patients qui disent ouais, je dors pas bien, mais j'ai essayé de la camomille, et en fait, bah, ils traînent dans le lit pour regarder de la série, quoi. C'est catastrophique. Je veux dire, c'est catastrophique. Donc, je suis pas convaincu que ce soit que le bénéfice net soit pertinent, et il y a des risques aussi. Donc, à mon avis, il faut pas commencer par ça, quoi. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que le lien je dors mal, donc ma dopamine est déréglée, c'est séduisant, mais en réalité, c'est faux si on prend ça juste au premier degré. Ah, c'est encore autre chose. Euh, Quand les gens parlent de neurobio dans les réseaux sociaux et sur les vidéos, c'est toujours faux. C'est toujours complètement faux. De mal dormir, en fait, le cerveau nettoie un petit peu les déchets quand on dort. On est d'accord, c'est une période où le cerveau est extrêmement actif.
Et si on dort pas bien, soit parce qu'il n'y a pas assez de sommeil, soit parce que la qualité n'est pas bonne, soit parce qu'on dort mais pas au bon moment, tu vois, si tu es plutôt du genre à dormir de 23 heures à 7 heures du mat, et que pendant les vacances tu fais 3 heures du mat, 10 heures, bah, tu vas revenir au boulot épuisé. Donc en fait, il faut dormir au bon moment, suffisamment, pas assez ni trop tôt, ni trop peu, ni trop tard. Et si jamais cette fonction vitale de l'être humain n'est pas remplie correctement, il y a une multitude de problèmes qui arrivent. Et donc, il y a des problèmes et de concentration, et d'humeur, et d'angoisse. Il n'y a pas un trouble psychiatrique qui n'est pas aggravé par le manque de sommeil. Et il n'y a pas une maladie physique qui n'est pas aggravée par le manque de sommeil aussi. C'est pro-cancéreux, enfin, c'est tout ce que tu veux. Par contre, de réduire cette fonction et l'impact qu'elle peut avoir quand elle est atteinte à juste un manque de dopamine, c'est faux quoi, genre juste c'est faux quoi, vraiment c'est faux. C'est comme le cortisol, tu vois, les gens disent je fais ça pour baisser mon cortisol, mais le cortisol nous permet de rester en vie. Je veux dire, tu meurs si t'as pas de cortisol, tu meurs très fort. Et il y a plein d'études où tu mets des trucs qui sont extrêmement anti-inflammatoires. Tu vois, on a des molécules qui sont très anti-inflammatoires, qui font baisser le cortisol, qui font baisser l'inflammation, et ça marche pas. Je veux dire, juste, ça marche pas, quoi, en psychiatrie. Donc, enfin, c'est vraiment alléchant, tu vois, franchement, c'est trop cool. Tu prends un petit peu de ginkgo biloba et tu diminues machin bidule. Et du coup, je dis pas que ça marche jamais, tu vois, parce que tu as des médecins qui disent, ouais, il y a aucune étude. Mais tu as des études sur l'homéopathie. Tu peux faire des méta-analyses sur l'homéopathie où tu prouves que ça marche. Donc, avec les études, tu peux montrer tout et n'importe quoi. Moi, clairement, il y a des trucs qui marchent pas très bien, très bien. Et plus c'est simple, plus c'est facile, plus c'est alléchant pour les gens, plus t'en vends. Et il y a un business sur les compléments alimentaires qui est massif. Alors tu vas me dire, ouais, mais sur les médocs aussi. Oui, mais du coup, faut pas tomber dans l'eau. Tu vois, il y a des gens qui sont extrêmement rigoureux avec les médocs. Ouais, cette étude, c'est pas bien fait. Les labos veulent faire du fric, c'est simplifié. On n'est pas des cobayes. Et après, ils vont chez les laboratoires, les gars qui font des compléments alimentaires. Mais il y a zéro contrôle. Tu vois, moi, je peux te mettre je sais pas moi, de la vitamine D et te mettre un petit peu de caféine et d'éphédrine dans la gélule et tu vas te sentir plus en forme. Mais c'est pas, il y a juste pas ce qu'il y a dedans, quoi. Le pire, c'est avec les compléments alimentaires pour la libido. En fait, c'est blindé de Viagra dedans, donc les gens prennent, ils disent, ouais, ça marche bien, mais tu vois, t'as pas le moindre idée de ce que tu prends, tu vois, c'est pas contrôlé. Et la FDA, les autorités de santé surveillent pas. Ils s'assurent que c'est pas dangereux, mais tu peux mettre ce que tu veux dedans, tout le monde s'en fout, quoi. Donc ouais, faut faire gaffe. Quand je t'écoute, j'ai l'impression, en fait, ma question de base était naïve et quasiment bête, avec quand même le sentiment que ce que je voyais sur Internet n'était pas forcément juste, mais sans pouvoir mettre le mot dessus. Et on arrive dans un espèce un serpent de mer gigantesque où j'imagine, quand je t'écoute, que il y a des effets placebo, c'est-à-dire que moi qui dors très mal, je sais que des fois je prends je sais pas si on peut les citer à l'antenne, mais des petits médicaments sans ordonnance, j'en mange un. Et dans les genre Donormil et dans les trois, au moment où j'ai dans la bouche, je m'endors. Donc je suis conscient qu'il y a un effet placebo. Ça peut pas prendre 3 secondes ce machin-là dans mon corps à s'infuser. Mais le fait que je le prenne m'aide à aller mieux. Donc j'imagine qu'il y a effet placebo. Il y a on raccourcit, on simplifie sur Internet beaucoup de choses parce que pour le cerveau, quand tu es en souffrance, de pas dormir, d'être mal dans ton couple, d'être mal dans ta peau, d'être en crise d'angoisse, d'être en dépression, tu te dis allez. C'est peut-être ça l'objet brillant que je dois choper aujourd'hui. Le système semble, d'après ce que tu me dis, extrêmement complexe et ça touche à plein de choses et on n'a pas besoin de perfection aussi. Comment est-ce que un mec lambda, une personne lambda comme moi, peut du coup rétablir son sommeil en se renseignant, sachant qu'il y a une partie fausse, une partie vraie, probablement aussi une partie que la science explique, d'autres qu'on explique beaucoup moins. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment est-ce qu'on dort bien au final? Bah franchement, moi je sais pas comment tu fais sans aller en parler à un mec qui connaît, quoi. Parce que en moyenne, si on regarde ta chaîne, alors peut-être moins la mienne, mais si moi tu regardes ma chaîne, t'as des problèmes psychiatriques statistiquement, tu vois, c'est comme ça. Et du coup, ça peut être juste qu'il faut revoir le comportement autour du sommeil. Et il y a aussi des gens qui dorment mal parce qu'ils ont des cerveaux qui savent pas faire ça. Enfin, il y a des gens qui peuvent courir le 100 mètres en 8 secondes. Et il y a des gens qui peuvent dormir sans souci, il y a des gens qui peuvent pas dormir, tu vois, c'est juste le merdique. Chez les patients atteints d'un TDAH, par exemple, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents. Il y en a qui vont jusqu'à dire que le TDAH est une anomalie des rythmes circadiens, tu vois. Donc bon, ça c'est faux, hein. Ce serait simple, mais c'est faux. Moi j'ai un TDAH et je dors très très bien, j'ai toujours très bien dormi. Incroyable. Donc ça c'est de la chance, hein. C'est pas que je suis plus malin. Mais tu vois, sur le sommeil, il y a les trucs. En fait, souvent sur le sommeil, on entend il faut pas regarder les écrans avant de s'endormir.
il faut pas trop manger, pas trop machin. Le truc que les gens font qui massacre le plus de sommeil, c'est de se déconditionner. Je sais pas si on en avait parlé la dernière fois. C'est qu'en Non. gros, le corps associe constamment. On est une machine associée. On est une machine à copier. Tu vois, si je vois que tu fais un truc bien, je vais faire pareil. Et ça nous a permis de rester en vie. Et on est une machine à associer. Donc, si jamais je sors et qu'il y a quelqu'un qui sort un fusil à pompe, je cours direct dans l'autre sens parce que j'ai vu plein de films où il y a des fusils à pompe qui tuent les gens et cette association me permet de rester en vie. Tu vois, si chaque fois je découvre Hmm. un nouveau danger, je vais finir par me faire tirer dessus. Et donc, si tu te fais agresser dans une pièce violette, quand tu rentres dans une pièce violette, t'es pas bien. Ça ne marche pas, t'es pas bien. Et le lit, c'est pareil. Si dans le lit, tu fais autre chose que dormir, donc si tu regardes la télé, si tu lis, si tu t'engueules, si tu glandes, tu vois, si le samedi matin, tu restes dans le lit en disant, allez, je vais essayer de dormir un peu, tu restes 3 heures dans le lit et tu dors une demi-heure à peine, eh ben, ton cerveau commence à se dire, bon, ben, dans le lit, c'est pas un endroit où on dort, c'est un endroit où on fait plein d'autres trucs. Et il y a des gens qui passent, on parle de l'efficience du sommeil, là, qui passent 50% de leur temps dans le lit, mais sans dormir, tu vois, c'est un espèce de mélange de tout. Et ça te massacre le sommeil. Il n'y a pas d'autre solution que de resynchroniser le lit à un endroit où soit tu as des rapports sexuels agréables, mais si tu te fais agresser sexuellement dans le lit, par exemple, ça va être impossible de dormir. Enfin, je veux dire, bon courage, tu vois, c'est pas faisable. Et donc, en fait, l'idée, c'est de, ben, je suis dans le lit quand je suis fatigué, et quand je suis pas fatigué, que je vois que je vais pas dormir, je me casse du lit. Donc, au début, ça peut vouloir dire, ben, si tu te mets dans le lit que tu dors pas, ben, tu te mets dans le canapé, tu vois, tu te traînes dans le canapé, et puis tu vas dans le lit que quand tu es vraiment claqué, et petit à petit, le lit devient de nouveau un endroit où tu dors. Et ça demande un petit peu de finesse, parce que si tu fais de l'épilepsie, par exemple, tu vas pas faire des nuits de 2 heures au début, mais ça peut au début vouloir dire aller dans le lit que quand tu es fatigué à 4 heures du mat, dormir 3 heures, le lendemain être épuisé et te servir de cette pression sommeil, tu vois, tu vas retourner dans le lit, tu seras beaucoup plus fatigué que la veille, du coup tu t'endormiras plus vite, et c'est ce genre de truc qu'on met en place, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est essentiel de regarder la télé dans le lit, c'est pas forcément la télé avec la lumière bleue, tu vois, ça joue, mais c'est aussi le fait que bah, t'es dans le lit et tu dors pas, quoi, donc le cerveau, il sait plus trop quoi foutre avec. Et sur ça, tu peux mettre tous les somnifères que tu veux, hein. Ça marche pas. Tu peux mettre des doses. Moi, j'ai des médocs, des patients qui ont 7 somnifères, si tu veux. Je veux dire, c'est des doses. Tu prends ça, toi, Mais tu c'est dors possible? 4 C'est jours. réellement possible? Bah oui, parce que on est fait pour ça. Je veux dire, le cerveau survit. Je veux dire, t'es là pour transmettre tes gènes. C'est tout. Le reste n'a aucune importance. Et donc, pour transmettre tes gènes, faut être en vie. Du coup, pour être en vie, faut associer. Donc, moi, j'ai des médocs qui prennent honnêtement l'équivalent de 400 comprimés de Donormil. Je te dis 400, mais je pense que c'est plus Pour une nuit? Pour une pour une nuit? nuit. Et ça leur fait Wow. que dalle, hein. Et ça leur fait rien du tout. Lorsque les gens viennent te consulter, j'imagine que le cercle qui t'emmène vers l'échec, je dors de moins en moins, je suis stressé, plus je suis stressé, moins je dormirai. Et c'est le cercle vicieux qui fait qu'à la fin, t'as encore plus de mal. Et c'est vrai qu'on va souvent, on va voir en tout cas un psychiatre pour lui demander à la fin un somnifère pour arriver à dormir à nouveau et casser ce cercle vicieux. J'imagine que tu as beaucoup de patients qui t'en demandent. Bah, nous, l'insomnie, fait partie des trucs les plus fréquents. Donc, que ce soit un TDAH ou une dépression ou un trouble anxieux ou ce que tu veux, en moyenne, le sommeil est un problème. Et des fois, le sommeil est le principal problème, donc les gens dorment pas bien et depuis, ça va moins bien. Des fois, c'est effectivement un cercle vicieux, ils vont pas bien, ils commencent à moins dormir, ça s'aggrave, etc., etc. Donc oui. Alors les somnifères en psychiatrie, il y a un souci, c'est que c'est pas très très efficace. Souvent, les gens disent, sortent les études, oui, tu gagnes que 20 minutes de sommeil. Alors, 20 minutes de sommeil par nuit, vu qu'on dort tous les jours, c'est beaucoup. Je sais pas C'est pourquoi vrai. les gens, ouais, c'est vrai, c'est pas tant que ça, machin. Donc si, c'est pas mal. Le problème, c'est que sur la durée, il y a des personnes qui deviennent tolérantes à ça. Donc là, c'est pas une addiction, on est d'accord. Une addiction à un somnifère, c'est j'en prends de plus en plus, je commence à mentir pour en avoir, je suis défoncé le lendemain, mais j'y vais quand même, j'ai comme un boulot et je le prends quand même. Je fais plus mes gamins. Dès que j'ai le temps, je prends du. Enfin, tu vois, c'est une addiction. La tolérance au produit, c'est ça marche plus. Ouais, et t'es pas forcément en train de te. Il y a des patients qui viennent dire, bah, écoutez, ça marche plus, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. Mais c'est comme un, je sais pas moi, c'est comme et des béquilles, tu vois, ou un fauteuil roulant. Tu vois, si t'arrives pas à marcher, ben, tu prends ton fauteuil roulant, mais tu finis pas par acheter 300 fauteuils roulants en disant, ah, j'adore ça. Non, c'est encore autre chose. Donc non, il y a un problème c'est pas méga efficace sur le moment. Il y a l'effet placebo quand même, qui fait une grosse partie du boulot. Donc il y a des médecins qui prescrivent un placebo. Tu vois, moi, j'hésite pas à dire, ben, vous avez vu quoi? Et c'est ben, j'ai vu peut-être que le magnésium, ça peut marcher. Et ben, vous prenez du magnésium marin, tu vois. J'en fais même des caisses. Je fais, ben, prenez marin parce qu'il s'absorbe un petit peu mieux. Tu vois, tu fais un vrai effet placebo. Je leur dis pas, il y a des études qui marchent pas. Ben, faites un vrai
faut être un salaud. Donc tu te sers du placebo. Normalement, le premier traitement de l'insomnie, c'est le placebo, les trucs comportementaux. Et si ça marche pas, tu vois après quoi. Mais oui, le placebo. Non, C'est pas parce que tu sais que le placebo est là que ça fait pas effet. Hein. Moi, je prends le paracétamol. En 15 secondes, j'ai plus mal au crâne. pareil. Moi, l'avoir dans la bouche, j'ai plus mal au crâne, Ouais, pareil. c'est trop cool. Donc, placebo pour démarrer. En effet, magnésium, et t'as raison, magnésium marin, etc., ça a été longtemps recommandé. Il y a pas d'études dessus, c'est ça? Bah si, alors magnésium, je l'aime pas parce que tu peux même faire des études bien faites où ça marche dans la dépression. Alors moi, ça m'agace parce que ça me facilite pas la vie. Mais du coup, si tu testes le magnésium marin, enfin, je veux dire, les risques sont nuls, quoi. Je veux dire, en moyenne, au pire, il se passe rien, ça coûte pas cher. Faut pas que le placebo coûte très cher, tu vois. Parce que tu dis aux gens, faites ça, machin, t'as des compléments alimentaires, 60 balles le mois. Ça fait cher le placebo. Mais donc oui, tu décides d'un placebo ou un produit qui t'a plu, machin. Le magnésium, ça coûte pas cher, donc tu vas pas tu vas pas mettre autre chose à la place, faudrait être débile, donc c'est simple. Tu tentes le placebo. Si jamais ça marche pas, on passe au vrai somnifère. Il y a eu quand même j'appellerais ça une campagne de dénigrement, mais il y a une mauvaise presse sur le somnifère depuis peut-être 5 ou 10 ans quand même. Là où dans le temps, c'était un peu le médicament magique, tout le monde en prenait. Les somnifères fréquents, là, c'est Zopiclone et Zolpidem, c'est Oui, Stilnox et Stilnox, c'est ouais, ça. Donc Stilnox on te et prescrit un Imovan. Stilnox et il y a eu des, des campagnes contre ça en disant c'est un mauvais sommeil, il y a accoutumance, c'est pas un sommeil réparateur, il faut pas en prendre, etc. Il y a quand même eu aujourd'hui, je pense que globalement, un Français, tu lui parles de somnifère, il va dire attention, c'est pas bon pour la santé. Quelle est ta pensée par rapport à ça? Je pense que c'est un bon exemple du comportement polarisant et extrême de l'être humain. C'est-à-dire que on a découvert les sédatifs majeurs, ça c'était les neuroleptiques. Et là, il y a des vidéos, il y a des pubs où il y avait marqué donnez un peu de Thorazine à votre femme, vous aurez la paix. Tu vois, c'était vraiment la pub qui était comme ça. Dans quelle Donc année? bon, En 86? c'était en 60, en Ah oui. 70, tu vois. On va dire, il y a plein de trucs. Tu peux, comme ça, tu as la paix. Un homme doit être tranquille et une femme être sous Thorazine. Enfin, tu vois, t'as des trucs, t'es fou. Et après, ils ont découvert les benzodiazépines. Et là, c'est les sédatifs mineurs, entre guillemets. En fait, les somnifères, là, ce dont on parle souvent, c'est des dérivés de benzodiazépines. Et en gros, c'est des benzodiazépines, quoi. Les benzodiazépines, ça marche et ça marche vite. Et c'est pour ça que les gens aiment bien ça. C'est comme l'alcool, hein. Ça marche et ça marche tout de suite. Donc le vrai problème des benzos, c'est que c'est efficace. Il n'y a pas beaucoup d'addiction aux antidépresseurs parce que les antidépresseurs, ça marche pas très très bien. Et quand ça met du temps à marcher, quand ça marche, ça met du temps à marcher. Donc il y a un décalage, tu vois, entre le comportement et le résultat. C'est comme si jamais ton gamin fait une connerie, tu le punis le jour même. Tu lui punis pas dans 3 semaines, tu vois là. Il est pris, il aura pas de cadeau à Noël. Il y a 2 semaines, il a fait une grosse connerie. Non, ça marchait pas du tout. Et donc, si tu veux renforcer les gens, ben, les gens prennent le médoc, ça marche tout de suite. Il y a des gens qui deviennent dépendants à ça, mais c'est pas la majorité, on est d'accord. C'est moins de 5% des gens. Et donc, en fait, on est passé on file ça à tout le monde sans réfléchir, à un autre extrême, on le donne jamais parce que c'est le mal. Et il y a des fois où il y a des gens qui dorment très bien avec ça, et il vaut mieux bien dormir avec ça que pas dormir du tout. Encore une fois, le sommeil, quand il est mauvais, entraîne un paquet de problèmes. Et il y a des fois où il y a un transfert, tu vois, on prescrit plus les somnifères, mais on prescrit d'autres trucs. Donc tu peux prescrire, je sais pas, des neuroleptiques ou de ce que tu veux, qui sont encore plus problématiques. Euh, donc voilà, enfin, de trop enfiler, c'est pas bon, de jamais enfiler, c'est pas bon. Et l'assurance maladie fait des campagnes avec des questionnaires éclatés au sol sur ce sujet. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Je me lance pas là-dessus. Donc voilà, il faut savoir raison garder. Moi, j'ai aussi des patients que je vois qui dorment pas depuis 5 ans. On a testé plein de trucs. Tu leur mets un demi-zopiclone, ils dorment bien. Bon ben merde, je veux dire, t'as pas de points à la fin. Je veux dire, il y a pas de score si t'as pris le moins de médocs possible. Je sais pas quoi, il y a pas de points. Puis tu peux tester. Enfin, je veux dire, en moyenne, tu deviens pas. Si tu deviens dépendant, tu deviens pas dépendant tout du jour au lendemain. Hein. C'est pas à ce point-là. Tu as parlé de deux choses tout à l'heure. Tu as parlé de l'apnée du sommeil et aussi du fait que la plupart des vraies grosses maladies psychiatriques venaient, je crois, à 50% d'un manque, enfin, entraînaient en tout cas à 50% du cas un manque de sommeil. Euh, Est-ce que l'un ou l'autre régule du coup ton humeur, c'est ça? Moins on dort, plus notre cerveau émotionnel est déréglé derrière aussi?
Ah bah c'est ça, ouais. Dis-moi si ma C'est-à-dire question que ma question était pas très claire. non, C'est en non. gros, Alors, quel lien entre apnée du sommeil, manque de sommeil tout court et maladie psychiatrique derrière? bah, faut le voir. Donc là, ce que je vais dire, c'est faux, on est d'accord. Mais si je veux dire un truc vrai, faut 10 heures. Hein. Donc je Ok, alors simplifie. Après, prends ton temps. il y a des fois c'est faux et c'est dangereux. Tu vois, genre j'ai pas assez de dopamine, donc j'ai un TDAH. Ça c'est faux parce que tu peux commencer à aller chercher de la dopamine, je sais pas quoi. Il y a des fois où c'est faux, mais c'est pratique. Donc là, moi, ce que je vais dire, c'est plus compliqué, mais c'est pratique. Euh, Si tu prends mon chien, là, je suis allé chercher mon chien, on était en vacances, et je suis allé récupérer mon chien. Et quand il m'a vu, il m'a sauté dessus. C'est un Golden Retriever, hein, on est d'accord, c'est pas un pitbull, il aurait peut-être attaqué, c'est un pitbull, bref. Et du coup, quand il m'a vu, m'a sauté dessus, il s'est pissé dessus tellement il était content. Il n'était qu'émotion, on est d'accord. Tout à l'heure, ma femme va revenir du boulot, et je ne vais pas faire Elle ce va que te fait sauter mon dessus, elle chien. va se pisser dessus. Je ne vais pas faire ce que fait mon chien parce que il y a un contrôle qui se fait. On est d'accord. Il y a le cerveau évolué, le cortex préfrontal, ce que tu veux. Du coup, il y a toute une machinerie chez l'homme qui permet de court-circuiter les réactions primitives qui sont parfois défavorables. Et ça demande de l'énergie. Donc en fait, le cerveau, nous on est locataire hein, de ce corps-là. Tu es locataire de ton corps. Ton corps fait la majorité écrasante de ce qu'il fait sans te demander ton avis. Ok, heureusement parce qu'on ne sait pas comment on ferait. Et du coup, il y a l'histoire de la conscience qui peut se pointer sur quelques trucs. Et ça demande de l'énergie. Il faut que ça marche bien. Et donc en fait, si tu dors pas bien, eh ben, ton cerveau fonctionne moins bien et il gère moins les angoisses, il gère moins l'énervement, il gère moins le fait de filtrer correctement. Donc, tu vois, il y a des patients, quand ils dorment pas bien, ils commencent à halluciner complètement. Tu vois, ils entendent des bruits, des machins. C'est pas qu'ils sont schizophrènes, hein. C'est juste qu'il y a un paquet de fonctions que le cerveau fait moins bien. Et du coup, l'apnée du sommeil, en fait, c'est juste un des mécanismes pour le cerveau fonctionne moins bien. Mais tu peux aussi prendre de l'alcool avant de te coucher. Tu vois, si tu bois de l'alcool, au début, tu dors pas très bien parce que donc tu dors, mais c'est du sommeil pourri parce que le cerveau est imbibé et en fait il n'arrive pas à nettoyer quoi que ce soit, donc c'est du sommeil qui est pas récupérateur. Ça c'est le début de la nuit et en fin de nuit tu fais un sevrage d'alcool, donc tu as le système du stress qui se réveille, qui se met en place et donc ça te massacre le sommeil et du coup ça augmente toutes les maladies psychiatriques possibles. Je veux dire, il n'y a vraiment pas une seule maladie, démence comprise. Une des façons les plus simples de prévenir, les plus efficaces de prévenir la démence, c'est de gérer l'hypertension dans tes années et les miennes d'ailleurs, parce que si on est hyper tendu là, on se pète les artères pour après, et c'est de dormir correctement, quoi. Donc en fait, l'apnée du sommeil, c'est juste un mécanisme de tu dors pas correctement. Ok. Et tu parlais de la partie contre on est locataire de notre corps. Donc c'est la partie animale qui a besoin de se reposer. C'est ce qui fait qu'on a moins d'efforts derrière à faire pour compenser le tout. C'est ça? Ah non, C'est pile mince, l'inverse. j'ai pas été Alors, clair. Non, c'est naturellement, tu vois. Alors, mais des trucs, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais tu prends le train, il y a une femme que tu trouves belle en face, naturellement, tu as envie d'aller lui parler. Naturellement, l'être humain, enfin, je veux dire, tu prends un chien, tu prends n'importe quel autre mammifère, le mâle va parler à la femelle. Je veux dire, toi, tu as un certain nombre de règles sociales et en fait, c'est plus que ça, parce que si tu es célibataire, peut-être que tu vas quand même aller lui parler, tu vois. Donc en fait, il y a plein de décisions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je prends cette décision ou pas? Il y a pas un paquet d'éléments qui doivent être intégrés avant de pouvoir décider. Et ces éléments-là sont dans des régions du cerveau qui sont très fragiles. Et l'attention en fait partie d'ailleurs, on est d'accord. Et en fait, l'idée, c'est que si jamais tu dors pas bien, ces fonctions du cerveau ne sont pas suffisamment efficaces et peuvent entraîner des symptômes. Donc ça peut être soit léger, où j'arrive pas trop à me concentrer, je prends un peu de café et ça passe, soit je suis épuisé et je vais dormir. Et ça, les gens s'en rendent compte, on est d'accord, tu fais des nuits pourries, tu es épuisé, tu vas dormir. Mais parfois, c'est entre les deux. Tu dors juste suffisamment mal pour t'abîmer un petit peu les fonctions cérébrales essentielles, mais pas assez pour te réveiller épuisé le matin, et du coup, ça peut devenir un truc chronique. T'as pas une insomnie chronique où tu dors que 1 heure par nuit, en fait, parce que tu finis par mourir, ou alors tu finis par délirer, tu arrives aux urgences. Le vrai drame, c'est qu'il te manque une demi-heure par nuit. Voilà, c'est vraiment la cata. donc c'est la Parce que, partie cortex préfrontal qui a besoin de ce repos et qui fait qu'à la fin, tu arrives à gérer la machine c'est ça, ouais, c'est elle qui correctement. souffre parce que Ok. la partie tu vois, la respiration, même si tu dors pas, tu vas respirer pareil. Ça n'est attaqué que tout à la fin. Alors que
l'attention, la régulation émotionnelle, etc., c'est des zones qui portent ces fonctions-là, qui vont souffrir assez rapidement, entre guillemets, et du coup, qui vont être un peu moins efficaces. Faut le voir comme ça. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on a différents cerveaux, qu'il y a aussi des pathologies ou des spécificités du cerveau qui fait qu'on dort plus ou moins bien. Tu as dit tout à l'heure notamment que les gens qui avaient un TDAH étaient plus susceptibles de mal dormir que les autres, même si toi, par exemple, tu étais le contre-exemple de ça. Bah ouais, alors là, ça dépend des chiffres, parce que ça dépend ce que tu appelles bien ou mal dormir. Mais ils dorment moins bien souvent parce qu'ils sont d'un chronotype plus tardif. Donc ça, c'est les oiseaux de nuit. C'est des gens qui, naturellement, tu les laisses. Ils se couchent à 3 heures du mat, ils se réveillent à 10 heures. Toi, naturellement, c'est comme ça. Donc ça pose souci, surtout dans les sociétés où on doit bosser à 7 heures du mat. On va se réveiller pour bosser. Donc c'est une très mauvaise idée d'être né avec ce chronotype-là à notre époque. Donc naturellement, ils ont plutôt tendance à être décalés. Deux, ils ont plutôt tendance à faire des trucs avant de se coucher. Ils ont du mal à désengager, tu vois. Je lis un bouquin incroyable et paf, t'arrives pas à virer le truc. Donc ça, c'est pareil, ça peut faire partie des symptômes du TDAH qui font que le sommeil va être impacté, mais qui sont de façon secondaire. Tu vois, c'est à cause de mon comportement et de mon TDAH, et ben je vais faire ça. Et puis après, il y a sur le plan biologique, physiologique pur, où le sommeil soit plus léger, soit plus fragmenté, soit moins efficace. Enfin, il y a un paquet de trucs. Et ça peut être amélioré avec la Ritaline. D'ailleurs, il y a des gens qui dorment avec la Ritaline, donc ça c'est le méthylphénidate, qui augmente la dopamine et la noradrénaline, où ils dorment comme jamais. Et c'est pour ça que le nom psychostimulant est surréaliste, c'est complètement con comme nom, parce que en fait, pour bien fonctionner, donc on est d'accord, le cortex préfrontal, etc., ces zones doivent arriver à se calmer et à laisser la place au silence. Et si jamais tu as un TDAH, c'est parfois pas évident. Donc la Ritaline peut parfois faire que tu dors beaucoup mieux, quoi. Moi, Est-ce qu'il y a d'autres profils comme, je sais pas, les hauts potentiels, bipolaires, qui ont du mal à dormir? Est-ce que tous ces profils-là, dont tu parles souvent, ont du mal à dormir, ont un peu plus de mal à dormir? Alors, tous les troubles psychiatriques ont plus de mal à dormir, en moyenne. Soit secondairement, tu vois, parce que si je suis angoissé toute la journée, j'arrive pas à lâcher la nuit. Si je suis dépressif et que je suis dans le lit, j'ai pas vu le soleil, j'ai pas bougé de la journée, je me suis pas défoulé du tout, donc j'ai plus de mal à dormir. Et il y a aussi le fait que en fait c'est un facteur de risque commun, c'est-à-dire que si jamais tu as un sommeil pourri, tu es plus à risque d'avoir des problématiques psychiatriques, et il y a une vulnérabilité un petit peu commune sur ça, quoi. HPI, mais ça tu le sais, je pense, c'est pas un trouble en soi. Ça veut pas dire que ça t'empêche d'avoir d'autres soucis, on est d'accord, mais en moyenne, les gens, ça fait partie des trucs les plus répliqués de la psychologie. C'est-à-dire que la psychologie, si cet élément-là n'est pas vrai, on peut tous les virer, ils vont faire carrossier, ils vont faire autre chose. Plus le QI est élevé, mieux tu t'en sors. Alors ça, c'est en moyenne, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai ça, j'ai bidule, machin, mais en moyenne, plus t'es malin, plus t'as un QI élevé, plus tu fais de pognon, plus t'as d'enfants, plus t'es successful, etc., etc. Donc c'est une moyenne. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à associer ça à un trouble du sommeil en soi, quoi. Admettons, j'ai un enfant qui, je sais pas, qui a le sommeil perturbé, etc. Ce qui doit arriver à pas mal de patients que tu as. Et tout d'un coup, une mère de famille vient te voir et te dit, je pense que mon enfant est TDAH. Est-ce qu'il est possible qu'en réalité, l'enfant dorme juste mal? Tu parlais tout à l'heure de la régulation, du cortex préfrontal, etc. Est-ce qu'il est possible que un manque de sommeil fasse ressembler un enfant ou même un adulte à quelqu'un de TDAH? Alors, pour moi, quand c'est le cas, le diagnostic différentiel n'est pas très très élégant, c'est-à-dire que normalement le TDAH, tel qu'on l'imagine en tout cas, c'est quelque chose d'assez constant qui se manifeste de façon plus ou moins différente, mais qui est toujours plus ou moins là, qu'il a toujours été. Moi j'ai un gamin, il s'arrête pas de courir là, si tu veux, il sait pas marcher, il préfère se casser la gueule en courant que d'y aller en marchant. C'est louche. Quand ma femme a fait la première écho là, et la sage-femme a dit donc il bouge beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'étonnes. Ça commence déjà. Il fait chaud chez vous. Et du coup, le cas classique, c'est le gamin s'endort à l'école, il n'arrive pas à retenir quoi que ce soit, et puis la mère arrive, ouais, il a un TDAH, et en fait, tu te rends compte que ça fait 3 mois que c'est la saison des pollens, et puis il y a une allergie au pollen, et du coup, il respire pas bien la nuit parce qu'il a le nez
plein de sécrétion et du coup, en fait, il est juste fatigué. Et il faut lui mettre un antihistaminique et c'était pas un TDAH. Donc là, c'est le truc facile. Euh, En réalité, des fois, je trouve un peu plus compliqué. Des fois, tu as des gens qui ont un TDAH sous-jacent, tu vois, qui sont à la limite d'être symptomatiques. Et en fait, quand ils dorment moins bien, bah, ils le deviennent. Donc là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un TDAH? C'est pas un TDAH? Qu'est-ce que tu fais, machin? Donc en fait, oui, n'importe quelle situation où il y a une fonction cérébrale qui va être un peu altérée, tu peux avoir un TDAH. Le plus fréquent chez les femmes, c'est le début des règles. Et du coup, il y a des pertes de sang et donc de fer. Le fer permet le transfert de l'oxygène, le transport de l'oxygène dans le sang. Si t'as pas assez de fer, tu te concentres moins bien, tu es fatigué. Donc ça, c'est un classique, tu vois. Bon, bah écoutez, si tu as un TDAH qui se déclare à 9 ans, ou à 12 ou à 10, tu vois, si t'es précoce, mais si tu as Ça un pourrait être ça. TDAH qui se déclare avec les règles, bah, c'est un petit peu louche, tu vois, c'est un petit peu étrange. Et alors, des fois, tu as des femmes qui déclenchent leurs règles, ont des symptômes de TDAH, tu les blindes de fer, elles ont toujours des symptômes de TDAH, et des fois, c'est la puberté qui peut faire que, ben, en fait, maintenant, tu as des problématiques. Ça peut être la pilule. Enfin, en gros, l'attention est extrêmement fragile. C'est un des trucs les plus fragiles chez l'homme, on est d'accord. Et du coup, c'est un des trucs qui saute en premier. Donc, les problèmes cognitifs en psychiatrie, c'est absolument toutes les maladies. Genre, tous les troubles psychiatriques ont des problèmes cognitifs. Et c'est le problème du TDAH, c'est qu'en fait, dans ce que les gens, si tu lis les critères du DSM et tu les prends tels qu'ils sont, ben en fait, euh, tu vas avoir énormément de monde qui sont là-dedans et qui ont des maladies qui n'ont rien à voir. Et en plus, tu vas avoir ceux qui sont juste pas très efficients sur le plan de la concentration. Mais donc ça, c'est le truc qui fait vriller tout le monde. Ouais, on donne des stimulants à des gens qui sont pas un vrai TDAH, mais on file de l'alcool à des gens qui n'en ont pas besoin toute la journée. Je dis, arrête de m'emmerder avec ça, c'est pas possible. Tu vois, moi, ça me choque pas, tu vois. Imagine, en fait, ton problème, c'est que tu es juste moins efficace sur la concentration, etc., que les autres. Tu prends un peu de Ritaline et t'es mieux. Eh ben, écoute, tu te débrouilles, hein, ça coûte 3 balles au pays. Je veux dire, enfin, c'est bon, hein, on a vu pire. Donc voilà, donc je sais pas s'il faut se bloquer à tout prix sur est-ce que c'est un TDAH ou pas, vu que le diagnostic est un peu pourri, tu vois, c'est fragile, c'est plein de trucs différents. On avait parlé, je crois, mais si tu vas chez le On avait cardio, parlé de ça. ouais, Oui, tu oui. vois, c'est un cancer du poumon à petite cellule, il se trompe pas. Bon, bah, il faut faire gaffe parce que si tu prends, par contre, il faut pas se demander, parce que si tu as une carence en fer et que tu prends de la Ritaline, le cœur déjà bat un peu plus vite parce qu'il doit s'adapter à la carence en fer, donc il bosse un peu, et tu prends la Ritaline, et du coup le cœur bat un peu beaucoup plus vite, et du coup tu passes à côté. Le pire, ce serait que ça marche, tu vois, j'ai une carence en fer, j'arrive pas à me concentrer, je prends de la Ritaline, je vais mieux, mais je me tape 15 battements de plus par minute que ce qu'il faudrait, donc là c'est un coup à finir un petit peu emmerdé un peu plus tôt, tu vois, c'est quoi se faire un infarct à 60 ans. Donc faut pas se planter, il y a plein de trucs à éviter avant, mais je trouve qu'en moyenne, la chronologie des symptômes fait que le diagnostic de TDAH, tel qu'on l'imagine en tant que trouble neurodéveloppemental, là, est pas très très difficile, honnêtement. C'est pas. Enfin, ouais, je pense pas qu'il faille. D'ailleurs, il y a qu'en France, hein, enfin, dans les autres pays, t'as pas besoin d'être expert TDAH, je sais pas quoi. Enfin, tous les psychiatres le font, hein, ça fait partie de. Oui, du C'est travail. 4 Bah oui, c'est 4% des adultes, tu peux pas. Rien. T'as pas ça ailleurs, quoi. Tu vas chez le cardio, il fait le cardio, quoi. Tu as dit dans une vidéo récemment, quand on a parlé du TDAH dans la vidéo précédente, notamment de la Ritaline qui était qui pouvait permettre d'effacer les effets du TDAH ou de les réduire. Tu as dit dans une vidéo très récemment que la Ritaline a apporté tout autant de choses qu'elle pouvait aussi t'en enlever dans la vie. Une espèce de jeu à somme nulle. Ça t'apporte des trucs, ça t'en enlève d'autres aussi. Ah, j'ai dit ça, Est-ce que merde, j'ai je crois bien que c'est entendu Est-ce que j'ai bien entendu cette vidéo ou pas? Ah, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est des transactions à chaque fois. Je sais pas si c'est ça que j'ai dit dans la vidéo ou pas, mais c'est sûr que c'est Peut-être. des transactions. Tu vois, moi, je suis sous kétiapine et ça me défonce, ça me donne faim. C'est pas impossible que ça donnera du diabète, mais j'ai beaucoup, beaucoup moins de symptômes psychiatriques, donc ça me va. Et du coup, la Ritaline, il y a des gens où le cœur bat un peu plus vite. Et le problème, c'est que ça, tu verras que plus tard si tu as fait le bon choix ou pas. Tu vois, si tu le prends et que ça te donne mal au crâne tout de suite, ben, les conséquences, elles sont immédiates. Tu vois, t'as vite mal au crâne, tu te dis, oula, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se concentrer mieux ou pas? Quand c'est juste le cœur qui bat vite, ça se trouve, tu fais un infarctus dans 3 ans, mais t'es même pas au courant encore. Donc il y a des C'est transactions que. réjouissant. Merci, Michael. Ah ben non, mais il y a un risque. Tu vois, alors, c'est pareil. En fait, on n'a pas des données sur la Ritaline pendant 40 ans, hein.
ni même Hmm. pendant 30. On a zéro donnée. Je veux dire, c'est pas grave en soi, mais tu vois, tu as des médecins qui disent oui, les données sur le long terme sont rassurantes. Elles sont même pas là. Qu'est-ce que tu me parles? Je veux dire, tu peux avoir des données sur Quelle est 3 ans. l'expérience sur la Ritaline aujourd'hui? On a combien d'années? Eh ben, ça dépend. Alors, de mémoire, je vais pas te dire de conneries, mais enfin, en fait, même si on avait des études, elles sont difficilement là parce qu'il faut arriver à suivre les personnes. Faut voir si elles les ont toujours pris. Faut voir si elles ont pas pris d'autres trucs qui pourraient foutre le bordel, tu vois, parce que si je suis sous coke et sous Ritaline et que je fais un infarctus, c'est pas dit que c'est la Ritaline principalement. Faut les comparer à d'autres personnes. Et du coup, tu peux avoir des données, tu peux les avoir, mais est-ce que c'est des données qui sont fiables? C'est pas clair, je veux On dire, ne c'est sait pas pas très forcément. clair. C'est pas très très fiable du tout. Et donc, enfin, moi honnêtement, et les cardios, et tu le diront, il y a des patients qui ont le cœur ça fait 10 battements plus par minute, ça augmente la tension. Et puis il y a des cardios qui s'en foutent de tes données, si tu veux. Je veux dire, donc ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent plus longtemps en moyenne sous Ritaline parce que bah, ils se font pas renverser. Parce Hmm. qu'ils arrivent à regarder avant de traverser la route. Il y a moins d'alcool parce qu'il y a plus de contrôle. Il y a moins de divorce parce que moi, quand je prends pas ma Ritaline et que ma femme dit un truc qui m'énerve, C'est je veux dire, divorce. ça me fait péter un plomb, hein, tu vois. Donc, je suis en train de lutter, machin. Enfin, c'est pas bon pour l'attention non plus, si tu veux. Donc, tu vois, c'est jamais il faut pas, machin. C'est plus, ben, clairement, c'est des transactions. Il faut que les gens, tu vois, les gens, ils sont pas débiles. Tu vois, écoutez, il y a ça, mais il faudra peut-être surveiller votre tension et votre pouls parce que sur le plan cardiaque, je peux pas vous dire que ça fait rien. Et puis, les gens, ils décident, tu vois, enfin, ils décident. Je veux dire, ils sont pas bêtes. Ils arrivent à prendre une bagnole. Tu vois, quand tu prends ta voiture, c'est dangereux, hein. Moi, j'ai pris ma voiture le premier de l'an, je vais dire que c'était dangereux, quoi. Mais je l'ai fait parce que Tu m'étonnes. la transaction paraissait acceptable. Bon, ben, pour le médoc, c'est pareil. Comme un somnifère aussi, j'imagine que c'est aussi quelque chose c'est aussi une transaction. Tu gagnes certaines choses et t'en perds aussi. Ben, c'est ça. Moi, je suis pour, voilà. Moi, je suis pour que les gens puissent avoir les infos et puissent décider après. Je suis pas ni pour l'obligation, ni pour l'interdiction. Il y a un médecin qui a dit là, il faut obliger les patients de plus de 65 ans à se vacciner, sinon on les refuse contre la grippe, sinon on les refuse à l'hôpital. Pour moi, quand tu dis ça, tu vas finir par te faire engueuler. Tu vois, il y a des gens qui vont dire, mais c'est qui cet enfoiré? Il veut m'injecter un truc. Tu donnes les chiffres, tu vois, tu dis, en Angleterre, la vaccination était efficace pour prévenir 40% des hospitalisations. Et après, les gens choisissent ou ils choisissent pas, tu vois. Mais tu peux pas imposer un truc qui marche pas toujours, c'est pas possible. Je sais pas comment tu fais. Et ceux qui ont été vaccinés, qui ont le Covid, qui ont la grippe, tu fais quoi? Tu les indemnises? Enfin, c'est pas possible. Donc, donc voilà. Je pense que les gens doivent avoir les chiffres. Tu leur donnes les Les chiffres sur la chiffres et les survie avec infos. la Ritaline. Tu leur dis que sur le plan cardiaque, on sait pas trop, machin. Et puis après, ils décident. Et puis voilà, quoi. Si quelqu'un dort mal depuis des années, par quoi est-ce qu'il doit commencer? On a vu tout à l'heure qu'il y avait éventuellement à terme, quand on va voir son psychiatre, placebo et somnifère. Mais avant ça, monsieur, madame, tout le monde, moi, quelqu'un qui regarderait ce podcast aujourd'hui, par quoi est-ce qu'il peut déjà démarrer aujourd'hui? Moins mettre d'écran, on a dit. Se conditionner à ce que la chambre soit un lieu de repos. Le sport, dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, ou même c'était dans l'autre interview qu'on avait faite, tu avais dit qu'on surestimait l'effet du sport sur la dépression. Est-ce qu'il en est de même sur le sommeil? Quelles sont les choses qu'on doit faire pour mieux dormir aujourd'hui? Sur le sport, il y en a un qui a refait une méta-analyse et il a fait efficacité du sport supervisée dans la dépression. Donc là, c'est pas pareil. C'est pas tu dis aux gens allez faire du sport parce que ça sert à rien, ça marche pas. Tu prends les gens et tu les traînes et tu t'assures qu'ils fassent bien le boulot. Et là, ça commence à marcher pas mal. Alors, faut avoir Ça un petit peu commence à d'argent. marcher. Faut avoir un peu d'argent pour se payer un coach qui te traîne à la salle et tout, mais bon, pourquoi pas. Sur le sommeil, bah c'est pas, enfin oui. Alors l'idéal c'est d'être régulier, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses dans l'activité physique. Il y a le fait de sortir et de, en fait, il y a les Zeitgeber, c'est les donneurs de temps. C'est horrible l'allemand, putain. C'est les donneurs de temps et l'idée c'est d'avoir les mêmes donneurs de temps à chaque fois, aux mêmes horaires. Et si on veut dormir correctement, ce qui donne le chrono, c'est le réveil le matin, c'est pas le coucher du soir. Donc, c'est se réveiller tous les jours à la même heure, se prendre un gros bol d'air frais, peut-être aller faire la petite balade du matin à la même heure tous les jours. Et là, il n'y a pas besoin pour le sommeil, il n'y a pas besoin de faire 2 heures de sport. On est d'accord. L'idée, c'est pas de se massacrer là. L'idée, c'est juste d'avoir le chrono qui est lancé. Donc, ça peut être le matin de faire la petite balade. Tu te prends. En plus, là, il fait frais, ça te réveille. Puis après, si tu veux, tu prends ton café, mais tu le prends à la même heure. Tu prends pas le café le soir. En fait, il y a un paquet de trucs, honnêtement. Ce qui marche le mieux, c'est la TCC sur l'insomnie.
Donc c'est la thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie. Je sais pas où ça en est avec l'IA, mais même, enfin, tu peux regarder sur Internet et soit trouver un psychologue qui fait ça, soit trouver des programmes où tu gères tout seul. Honnêtement, tu as un paquet d'infos là, je veux dire. Hein. Moi, j'aime pas l'IA et tout, j'aime pas le principe. Je veux dire, je trouve ça glauque de ouf, c'est surréaliste, mais ça permet aussi de faire des trucs qu'on pouvait pas faire avant. Et donc, tu as des programmes où en fait, bah, c'est toujours les mêmes questions. Tu vois, quand est-ce que vous prenez votre café? Est-ce que vous mangez trop le soir? Est-ce que vous sortez pas assez en journée? Hein, c'est simple, c'est pas facile à faire, on est d'accord, tu vois, pour aller faire du sport tous les jours, pour aller faire de l'activité. C'est chiant, mais c'est simple en soi, tu vois, c'est comme le vélo, tu vois, faut pédaler, c'est pas très complexe. C'est difficile parce que ça demande de l'entraînement et en fait, faut apprendre à le faire, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu fais ce genre d'effort, t'es pas remboursé, t'es pas renforcé tout de suite, tu vois, tu t'emmerdes à faire des machins et en fait, ça paye que des semaines après. Et donc, les gens, ils font pas ça naturellement, ils vont prendre le médoc parce que le médoc marche plus vite. Et ça, c'est pas être une feignasse, c'est être humain. Heureusement qu'on a fait ça, on serait mort sinon. Donc, se réveiller à heure fixe, c'est ça? Se réveiller à Heure fixe. Mettre un réveil tous les matins à la même heure, tous les matins fixe. Mettre une petite routine, peut-être sortir, prendre un bol d'air frais. Bah, routine, hein, le réveil, l'horaire de la sortie, les horaires de bouffe. Moi, je bouffe tous les jours à la même heure. C'est con, mais tous les jours. Ça régulièrement. Reconditionner le lit comme étant l'endroit où on dort. Donc, si on voit qu'on glandouille, on va glander dans le fauteuil n'importe où. L'exposition aux écrans qui clairement peut être limitée. Donc, tu vois, enfin, de mettre le filtre à lumière bleue à partir de 18h, ça coûte pas cher, honnêtement, ça coûte pas cher. Je te dis pas que ça règle tous les problèmes, mais ça coûte pas cher. Il y a des patients, surtout chez les bipos, qui sont sensibles à la lumière qu'il y a dans la pièce même. Donc, il y a des fois des patients qui dorment moins bien juste parce qu'il y a je sais pas moi, le réveil qui donne l'heure ou Totalement. il y a un petit peu de lumière. Alors attends, machin, donc ça là, il y a un m'intéresse. masque. Attends, je passe pour un fou depuis toute une vie. S'il y a une LED d'un réveil, d'un four, d'une clim, juste une LED dans la pièce, mon sommeil sera perturbé. Les gens pensent que je rigole ou que c'est dans ma tête, ce qui est possible au passage. Hein. Ça existe vraiment, donc il y a des gens qui sont sensibles à ça. Ah bah il y a même des études pour. Alors là c'est prouvé, répliqué, c'est même plus ouvert à la discussion là. Si tu demandes à l'IA, il te sort les études, mais du coup tu vas sur Amazon, tu prends le premier, le masque il est très bien. C'est ce que j'ai, Ouais, pour mon intimité, c'est exactement ce que j'ai. Ouais. Et ça change mais ça change toute ma nuit. C'est-à-dire que j'ai un sommeil qui est 100% différent si jamais j'ai il y a aucune lumière dans la pièce. Donc il y a des gens qui s'en foutent, puis c'est pareil pour le son, il y a des gens que ça dérange, machin. Moi je me déboule caisse. Donc mais franchement il y a un paquet de trucs. Et il y a une partie thérapie. Alors ça, c'est, je pense, important aussi. Il y a la partie thérapie qui, là, tu peux pas avoir ça. Tu vois, tu peux pas mettre ça sur une liste de trucs qui te changent. C'est l'idée que les gens finissent par appréhender le sommeil et il y a des espèces de pensées, là, de cognition, d'a priori sur comment ça va se passer après. Donc, tu vois, c'est, je vais mal dormir, je vais être énervé, je vais être machin. Et du coup, en fait, là, toujours pareil, c'est quand il t'arrive des merdes, la façon dont tu acceptes la merde a un impact parfois encore plus important que la merde en elle-même. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à finalement au stade de si je dors pas bien, de toute façon, ça va faire 5 ans que c'est comme ça, donc ça va pas changer. Versus, je vais encore mal dormir, je vais finir par en mourir. Et donc ça, tu vois, cette capacité à réévaluer un petit peu la gravité de ce qui nous arrive, etc. Ça bosse en thérapie, tu vois. C'est moins faisable avec un truc et parfois c'est nécessaire, tu vois. T'as aussi des gens qui disent, ouais, mais moi j'ai des gens qui arrivent et disent, ouais, j'ai tout essayé, ça marche pas. Et en fait, elle regarde BFM dans le lit, quoi. Donc, et BFM, tu vois des bars qui prennent le feu et tout. Enfin, c'est stressant comme chaîne, franchement. J'ai l'impression qu'il y a des centaines de critères que finalement, la thérapie de chacun ou le chemin de chacun pour retrouver le sommeil dépend de plein de facteurs. Certains auxquels on pense, d'autres en effet auxquels on pense un peu moins. Je sais que j'avais lu il y a longtemps de ça, de jamais mettre une télé dans sa chambre. Du coup, j'ai supprimé la télé et c'est vrai qu'on dort mieux. Comment est-ce qu'une personne peut faire aujourd'hui? Par où est-ce qu'elle démarre, sachant qu'il y a beaucoup de choses. Certaines sont physiologiques, d'autres sont psychologiques, d'autres sont juste techniques dans la manière dont la chambre est arrangée. C'est quoi un bon parcours simple? Ça m'a l'air, ce sujet m'a l'air nébuleux, quoi, de par sa grandeur. Honnêtement, tout est compliqué. Hein. Tout est compliqué et, Okay. Et on n'est pas tous égaux. Tu vois, il y a aussi des gens qui aiment bien dormir dans le lit et ça leur permet de se lancer sur autre chose et qui aiment bien dormir comme ça.
Et donc, en fait, c'est des essais, tu vois. J'essaye ça. Mais la question, c'est combien de temps j'essaye avant de laisser tomber? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que j'essaye, mais en fait, j'ai pas fait correctement et du coup, je devais insister. Et donc, en fait, il y a pas 36 000 trucs à faire, en vrai, mais il y a 36 000 façons que les gens vont pouvoir accepter de les mettre en place ou pas. Tu vois, le bon médecin, c'est pas le médecin qui sait ce qu'il faut faire parce qu'en vrai, on sait en moyenne, je veux dire, on sait, tu vois, on sait, il faut manger 5 fruits et légumes, machin. Le bon médecin, c'est celui, ou le psychologue, c'est celui qui arrive à te faire que tu essayes les trucs et petit à petit, t'arrives ou pas. Donc, il y a des gens, ils veulent commencer par le truc qui a le plus de sens de marché, tu vois, donc là, c'est la synchronisation du sommeil avec, si je dors pas bien, je me casse. Mais c'est le plus dur aussi à mettre en place parce qu'au début, tu es fatigué, tu vois, il y a une restriction de sommeil qui se fait naturellement vu que tu glandes un peu moins. Et du coup, ils veulent pas faire le truc le plus dur. Ils veulent faire le truc le plus dur, le plus efficace, quitte à souffrir un peu. Il y en a d'autres qui préfèrent faire un truc tout simple. Tu vois, on leur a toujours dit, dors simplement, il nous fait pas chier. Et du coup, si tu leur dis, bon, bah, écoutez, je vous propose, on va juste acheter un masque à 17 balles sur Amazon et voir ce que ça donne. Ils se disent, ah, ben, lui, il a pas l'air chiant, il a l'air d'avoir le temps, donc ça me va. En fait, il y a pas de bonne, je peux te faire une liste, tu veux, il y a pas de souci, mais ce qui est sûr, c'est que de donner une liste de trucs à faire aux gens, ça marche pas. Ça marche Ok. pas. Ça marche pas, ça ne marche que chez les gens qui, de toute façon, font les trucs bien. Et c'est comme pour le sport, tu vois. Je sais pas si tu t'imagines, Antoine, il y a des milliers, des millions d'articles sur le sport. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par des haltères en forme de rond ou là la machine? Est-ce qu'il faut faire 5 minutes d'échauffement ou 7 minutes 30? Quand est-ce que je prends mon poulet? Et en fait, on en a rien à foutre. Ça, je veux dire, c'est du temps perdu. Tu vois, tu fais du sport, tu fais ce que tu peux faire régulièrement et ça suffit. Tu vois. Enfin, je veux dire. Donc là, ouais, non, ça marche pas trop. Et les gens Je aiment suis en bien. train de réaliser que on court tous, mais en fait, t'as raison. Je viens de comprendre le machin pour bosser son sommeil. Il y a plein de choses à tester, à vérifier. Certaines choses sont plutôt rapides. On parle du médicament qui dure en 1 heure, t'es fixé ou pas. D'autres qui sont plus longues, mieux s'alimenter, réguler son heure, se reconditionner. Et c'est tout un tas de choses qu'il faut tester, qu'on peut tester, qui nécessitent finalement de se dire, allez, cette année, je me motive, c'est la nouvelle année, je vais me motiver à reprendre mon sommeil en main. Je vais aller dans la limite de mon potentiel, de ma volonté. C'est de la volonté, c'est comme le sport. De ma volonté à trouver et à chercher un après l'autre qu'est-ce qui marche pas sur moi pour faire mes petits tests. Et si je prends ça en main, je fais ça sérieusement. Un peu comme ces gens comme moi qui s'inscrivent à une salle de sport et qui y vont jamais. Bah là, j'y vais sérieusement en fait. Je prends enfin ça en main pour tester plein de petites choses au fil de l'année, peut-être en douceur aussi par rapport à notre personnalité. Et puis voyons au final ce qui marche. Avec peut-être l'idée aussi qu'on n'est jamais parfait quand on parle de sommeil, qu'il faut pas psychoter dessus, mais qu'on peut peut-être l'améliorer de quelques pourcents, de 10 ou peut-être même de 20% en une année. Bah moi, j'aurais fait ça, tu vois, si j'étais dans ton domaine, enfin de ce que je m'imagine tu fais, j'essayerais pas de vendre une liste de trucs, un, parce que bah, on peut l'avoir n'importe où, la liste, et deux, parce que J'ai ça rien à marche vendre, hein. pas. Deux, parce que non mais tu vois, Oui, oui, je comprends, oui. mais j'essaierais de cultiver la mentalité de c'est long, c'est dur, néanmoins, en essayant et en se vautrant, on peut finir par améliorer le sommeil de façon significative, hein. En moyenne, ça marche bien. Et quand ça marche pas, bah, vous allez voir un spécialiste. Il y a des médecins dont c'est le boulot, hein, qui sont somnologues, etc., qui font que ça. Mais ça peut faire partie des trucs qui, sur le plan de la qualité de vie, améliorent nettement les choses. C'est difficile, tu vois. Il y a le sommeil, il y a le sport. Et puis après, c'est un peu le jeu de la vie, si tu veux. Si dans ta famille, ils meurent tous à 65 ans d'un infarctus, t'es mal barré, tu vois. Mais sinon, en moyenne, bah, c'est un peu de la chance, quoi. Donc tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger des pousses de bambou sur une jambe à 7 heures du matin tous les midis. Bon, pourquoi pas. Mais effectivement, le sommeil et l'activité physique, c'est pas qu'une question de volonté, on est d'accord. C'est Moi, pas qu'une quand question de j'étais... volonté. Non, en fait, si, il y a notamment la question de la volonté. Il y a une question de volonté, il y a une question de savoir, même dans quelles sont les pistes à aller observer. Moi, jusqu'à aujourd'hui, enfin, tu viens d'ouvrir des pistes dans ma tête auxquelles j'aurais même pas songé à chercher. Tout d'un coup, ça ouvre tout un tas de Bon, nouvelles bah, cool. pistes. Et puis après ça, tu prends ton carnet, je note dessus piste 1, piste 2, piste 3. Tu peux être aidé par des livres, par des podcasts comme celui-ci, par ChatGPT, par un psychiatre, par des psychologues TCC. Et puis tu peux avancer et progresser là-dedans sans non plus en faire une espèce de fixation, parce que c'est aussi un peu le domaine. C'est ça, ouais. Plus tu fais une fixette dessus, moins tu dors au final. Bah, ça y est, j'ai encore une fois loupé. C'est de la faute de cette technique, j'aurais dû faire différemment. Mais tester en douceur. Et ça change tout derrière. Ça change
Tu parlais tout à l'heure du cortex préfrontal, etc., des hormones dans ton corps, de ta façon de réagir. Ça fait que potentiellement tu vis plus longtemps, tu as une vie plus heureuse, tu es plus reposé en journée et tu vis peut-être, enfin tu vois, de manière juste vachement plus chouette avec toi-même et avec ton entourage. Ah bah oui, oui, alors c'est pas la panacée, mais oui, en tout cas moi clairement quand je dors pas bien, je le sens. C'est vite l'enfer. Et ça c'est un truc de bipo, hein, moi, plus particulièrement. Euh, et après, enfin, le coup de la volonté, c'est important parce que la volonté est nécessaire, on est d'accord. Tu peux pas faire des efforts quotidiens sur un truc dont la récompense est tardive. Mais on n'est pas tous égaux à ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais du sport, je me sens bien après. Tu vois, je me sens bien. Je me Hmm. sens physiquement bien. Ma femme, elle a des courbatures, elle se sent pas bien. Donc c'est plus dur pour elle de faire du sport régulièrement que pour moi. Tu vois, Je comprends. y a rien à. Donc, tu vois, si je te mets un flingue sur la tempe en disant fais du sport, tu es toujours libre de dire non, techniquement, tu vois, mais en pratique, c'est pas tout à fait pareil. Donc, faut aussi avoir l'idée qu'on n'est pas tous égaux sur la volonté, etc. Mais ça, c'est des jugements de valeur, tu vois. Quand tu dis la volonté, souvent, il y a une question de jugement de valeur, genre, j'y arrive pas, j'ai pas de volonté, machin. En fait, Oui. on est tous concernés à un moment ou à un autre par quelque chose qu'on veut faire sur le long terme, qu'on n'arrive pas à tenir, et du coup, qu'on arrête, qu'on refait, machin, tout ce que je fais. Ça, c'est de la thérapie. Il y a des choses qui sont intriquées quand même entre. Il n'y a pas que la volonté, il y a aussi la connaissance, la connaissance de certaines choses, la pratique, l'entraînement, l'environnement. Oui, la volonté en fait partie d'une, mais si jamais, je sais pas, demain, je disais à mon voisin, lance-toi sur Internet, fais un podcast, même avec beaucoup de volonté, s'il n'a pas les bonnes techniques, les bonnes connaissances, le bon entourage et que le motive pas chaque jour, même avec beaucoup de volonté, peut-être qu'il est Ah chouré, bah, il y tu a plein vois. de trucs, ouais. Donc peut-être que la volonté est l'un des facteurs pour C'est arriver à ça. mieux dormir, et peut-être que la connaissance, l'entourage, l'environnement, que ta femme soit bienveillante, que ton mari soit bienveillant pour t'aider aussi à faire tes tests, etc. C'est tout un tas de choses qui sont vachement liées psychologiquement et qui te permettent d'arriver à réussir ton truc. Ah bah oui, parce que plus tu dors bien, plus tu es calme, tu traînes avec des gens qui sont calmes, qui sont bienveillants, etc. Tu vois, c'est pas. si tu- Tu as dit dans une vidéo récemment que notre état, on n'était pas tellement à même de savoir comment est-ce qu'on était, c'était plutôt l'entourage. Que lorsque tu reçois en consultation, parfois tu demandes au conjoint ou à la conjointe de venir aussi parce que l'autre sait mieux que nous ce qu'on vit. Donc le manque de sommeil, on peut se dire tiens, je manque de sommeil, je suis grognon, mais peut-être qu'aussi on se rend pas compte du qu'on manque de sommeil. C'est surtout l'autre qui prend cher quand on râle, quand on critique, quand on est de mauvaise humeur. Ouais. C'est bien que ce soit à la fin de la vidéo parce que je pense qu'il y a des gens qui vont péter un câble, ça, mais je pense que parmi les effets secondaires des réseaux sociaux, on est en train de devenir profondément égocentrique, à savoir ce que je pense ou ce que je ressens a une valeur intrinsèque, presque, tu vois, c'est non seulement légitime, mais doit être écouté, doit être entendu. Euh, et c'est à des kilomètres de ce que l'être humain fait naturellement. Je veux dire, on est profondément sociaux et on doit s'adapter aux gens. Et c'était indispensable parce que avant, il y avait un petit groupe d'êtres humains. Et si tu étais un connard, tu te faisais virer du groupe et tu te faisais bouffer par les bêtes. Donc tu avais intérêt à pas trop casser les burnes de tout le monde avec tes histoires et tes machins et tes bidules. Ma bipolarité est un supplice pour l'entourage. Je suis une menace pour mon entourage si je ne suis pas stable. C'est un supplice. C'est pas un super pouvoir. C'est pas, je sais pas quoi. C'est un supplice. Je suis, en étant bipolaire, incapable quand je suis pas stable de dire si mon émotion est bonne ou pas, s'il s'est bien passé ce qui s'est passé. Quand je disais je suis que avec des connards, ma femme disait il est odieux, il trouve tout le monde con, il se sent supérieur. On ne peut pas se contenter de ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Il faut un validateur externe. Moi, je pensais que c'était le cas dans la maladie mentale, mais à mon avis, c'est le cas un petit peu partout. Je veux dire, c'est le cas un peu partout. Quand tu dis maintenant, si tu dis sur les réseaux, moi, je préfère la glace à la fraise, il y a des gus qui te sautent dessus en t'insultant, en disant, enfoiré, moi, je bouffe des glaces à la framboise depuis des années, je vais très bien. Moi, je trouve ça dingue, honnêtement, c'est complètement dingue. Donc, effectivement, je pense que on a besoin que les gens confirment ce qu'on pense. Ça veut pas dire qu'on est complètement aliéné, tu vois. C'est pas, oui, moi je vais mal, mais ma femme dit que je vais bien. Du coup, c'est que je vais bien en fait, et on s'arrête là, tu vois. Mais il y a besoin d'intégrer la vision de l'autre, le récit de l'autre, dans l'histoire que nous on se fait et aussi qu'on donne aux autres, que ce soit chez le psychiatre ou chez un pote, tu vois. On a tous des potes qui disent, on a tous des potes, tu les écoutes, leur femme c'est Dracula. Je veux dire, c'est Hmm. la pire des saloperies. Et puis tu rencontres la femme et tu
Bah, enfin, tu vois, je veux dire, bon, mais c'est vrai, des fois. Mais on est quasiment en plein angle mort sur nous-mêmes en réalité. Ah, mais oui, oh, mais oui. Dans le rétroviseur, on se voit pas en fait. Mais non. On est sur des rétros externes, on se Mais voit non. pas. C'est l'autre qui nous voit. Et dans notre monde, et je sais que tu reçois souvent les couples dans ton cabinet parce que l'info, tu l'as de l'autre en fait. On ne peut pas. Moi, c'est ma grande surprise, c'est qu'on ne peut pas. Pour rien te cacher, tu m'as reçu il y a pas très longtemps, mais je ne peux pas être conscient moi-même de mon propre état. Je suis aveugle à ça. Pour moi, tous les jours se ressemblent, je suis toujours pareil. Alors, la réalité, c'est que pour mon entourage, je suis chaque jour différent et j'ai une humeur qui change, mais je n'en suis pas conscient. L'être humain ne peut pas être conscient de lui-même. Ce qui est profondément dérangeant dans la vision qu'on a de soi-même. Je ne peux pas être conscient de comment je suis par rapport aux autres. Et si mon humeur change, dans mon cerveau, dans ma tête, je suis exactement pareil. Bah donc c'est pas tout le monde comme ça. Et on est d'accord, tu vois, là, l'opposé, c'est oui, mais du coup, si quelqu'un se fait harceler au boulot et se plaint de harcèlement, et ben, vous dites que, en fait, c'est dans sa tête, et du coup, tu vois, on veut pas, c'est pas que j'invalide complètement l'expérience personnelle des gens, mais il faut un équilibre, et clairement, là, l'équilibre est rompu. Je veux dire, l'équilibre est vraiment rompu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, ça n'est pas bon du tout. Donc, pour la psychiatrie et pour le reste, à mon avis, ouais, il faut, je veux dire, ce que les gens reçoivent de nous a plus d'importance que ce qu'on pense leur envoyer. Je veux dire, clairement, c'est ça qu'ils vont te juger sur ça. On est d'accord? C'est comme le coup du HPI, là. Si t'as pas ton potentiel à 40 ans, c'est fini. Tu peux dire aux gens que t'es HPI, ils s'en foutent. Je veux dire, ils s'en foutent. Moi, ils s'en foutaient quand j'avais 16 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils s'en foutent, les gens. Et donc, c'est pas bien ou mal ou je sais pas quoi, mais tu peux pas juste te limiter à ce que tu penses et te satisfaire de ça. C'est pas possible. Je pense que c'est vraiment dangereux, quoi. C'est vraiment dangereux. Merci Michael, bonne C'est moi. écriture de ton livre, c'est un plaisir de te recevoir et je vais pour ma part suivre ces conseils et tester plein de choses et je te ferai un retour et j'invite Ah, tous les avec gens moi. qui ont suivi ce podcast-ci à dire ce que vous en pensez juste en dessous. Je mets le lien vers tous tes réseaux et notamment Substack, Instagram et TikTok, comme ça les gens peuvent te Je retrouver. suis partout. Hein. Merci. Salut, bye.